Bon, nous avons choisi cette année comme thématique la démocratie et son double. Adrien vous expliquera, vous avez certains reçu la devinette. Nous n'avons pas eu beaucoup de réponses. Je pense qu'il y a Marianne qui a trouvé à peu près et Silver. Deux personnes qui ont à peu près trouvé. Il y a eu des pistes. Il y a eu des pistes, ouais, comme... Bon, la démocratie et son double, Adrien vous expliquera un petit peu mieux le pourquoi de ce titre-là. Vite fait, parce qu'on va rester très peu de temps en parole pour laisser la place à Robert. Nous ne faisons plus de présentation avec tous les professeurs, simplement parce qu'ils faisaient beaucoup de route pour parler 5 minutes. Voilà, donc on va démarrer comme ça, simplement. Il y a une nouvelle chose d'importante au niveau de l'université populaire cette année, c'est que nous publierons les bulletins que tous les trimestres, puisque la démocratie sera un seul cours, en fait, cette année. Il n'y aura pas trop de cours évolutifs, comme d'habitude, de cycles, parce que le sujet en lui-même permet d'avoir plusieurs conférences uniques. Plusieurs conférences uniques, ça veut dire plusieurs intervenants, et plusieurs intervenants, ça veut dire également qu'on n'est pas toujours tout à fait sûr qu'ils vont bien arriver. Je vous rappelle tous qu'ils sont bénévoles, donc c'est pas toujours simple, et on rentre dans une année d'élection aussi, donc ils seront beaucoup mobilisés autour des élections sur différentes interventions. Donc le prochain bulletin démarrera en janvier. On va juste très vite fait vous donner, vous avez tous eu le bulletin du trimestre, il est là. Vous avez également les petites brochures du guide du lecteur, parce qu'on vous rappelle tous que ce sont toujours les bibliothèques qui sont derrière ce projet d'université populaire. Pour finir, et chaque fois que nous avons un auteur, nous aurons une bibliographie. Inscrivez-vous, donnez votre adresse mail si vous avez un ordinateur, parce que ça permet de communiquer, de vous envoyer toutes les infos. Voilà. Quoi d'autre Oui, l'année prochaine. Les cours qui ont été enregistrés l'année dernière. Ah oui. Cette année, la nouveauté, c'est que tous les cours de l'année dernière qui ont été enregistrés par Adrien, d'ailleurs, ont été mis en ligne par Céline sur le portail des médiathèques. Donc, vous pouvez entendre tous les cours de l'an dernier. Ça, c'est plutôt formidable. Et on a pu également, physiquement, mettre ces cours sur CD. Ils sont empruntables à la bibliothèque de Villefontaine. C'est bon. Et puis, sinon, juste pas de façon très précise, mais juste pour vous dire, pour l'année prochaine, effectivement, mettre l'eau à la bouche, on veut juste vous annoncer qu'en janvier, nous aborderons une thématique autour du monde arabe et des démocraties en janvier-février. Donc on attend André Bourgeot, Gilbert Meignet et Mohamed Chérif Ferjani, normalement. En avril-mai, ce sera les sciences humaines, le gouvernement des peuples au pluriel. Donc là, on a Philippe Mérieux qui viendra le lundi 13 février. Donc il devrait y avoir du monde sur éducation et démocratie. Et ensuite, on est en train de conclure un accord avec les éditions Agone. Et les éditions Agone éditent nos plus, enfin en ce qui nous concerne pour nous, nos plus beaux auteurs, on va dire. Bon. Agone, c'est Halimi, Discepolo, Noiriel, Chomsky, des gens comme ça. Donc Agone aime bien notre projet et normalement, depuis cet après-midi, on sait qu'ils vont se mettre en partenariat avec nous. On aura un cycle donc en sciences politiques, sciences humaines, philo ou sociologie. Ensuite, en sciences politiques également, on va peut-être avoir, on espère, obtenir des cours avec Maurice Lemoine, rien n'est encore du tout confirmé, autour des démocraties en Amérique latine. Et puis, on terminera l'année avec la littérature, pour revenir en bibliothèque. La poésie contemporaine, on veut complètement continuer ce programme qu'on a fait l'an dernier avec les poètes. Et le titre sera Démocraçons-nous, puisqu'on est en démocratie, et qu'il faudra se déclasser un petit peu de tout ça. Tu parleras du cinéma aussi. Alors oui, j'oublie, il y a Daniel, c'est normal, j'oublie Daniel Pellegrin. Donc ça, c'est en novembre, en ethnologie, voilà. Le vrai et le faux. Donc Daniel vous expliquera peut-être tout à l'heure, si on a 2 minutes après Robert, tu seras là. Moi, je l'ai traduit par le discours en démocratie vu par un anthropologue cinéaste. Bon, ça a l'air de te plaire.
Donc Daniel, effectivement, il est là en novembre, c'est notre plus proche, après Robert, évidemment. Voilà. Merci à tous d'être là, et puis à Julie pour tout ce qui est technique. Non, Daniel a déjà dit un mot sur les brochures, mais pour rappeler, s'il y a des personnes qui ne sont jamais venues, si vous pouvez nous remplir les brochures qui sont ici sur les tables, ou nous contacter par mail ou par téléphone. On vous renseigne aussi par téléphone. Hein. Sinon, vous avez aussi les informations sur les sites qui sont sur le portail des médiathèques, où vous pouvez retrouver justement les enregistrements aussi des cours des années précédentes. Donc ça, c'est pour la partie inscription. Hein. Nous, c'est simplement que si on a des petits soucis de dernière minute au niveau de l'organisation, on peut vous prévenir et ça vous évite de venir pour rien. Voilà, ou si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les poser par téléphone ou par mail. On voulait aussi vous dire que cette année, on a un peu de renfort de la part de nos collègues du réseau, et donc on ne sera pas toujours présente, mais bon, on sera quand même là, Daniel, Adrien et moi. Mais on a des collègues qui sont là, donc on a Catherine Lagrelle de la médiathèque de la Verpillière qui sera présente sur des cycles. Catherine, qu'on t'identifie. On a aussi Delphine Paulet qui est là, qui est médiathèque de Villefontaine et médiathèque de l'île d'Abo. Montre-toi. Non, parce qu'après, notre voilà, public continue de nous poser des questions à nous. C'est pour que vous les reconnaissiez et que vous sachiez à qui vous adresser quand nous ne sommes pas là. Delphine Priest aussi qui est là, médiathèque de Villefontaine. Emmanuel. Émilie Carnioluti qui se cache tout en haut, médiathèque de Villefontaine. Céline Keller aussi, conservateur du réseau CAPI. Et je crois que j'ai oublié personne, j'espère. Il y a Dominique là-bas dans le coin. Et Dominique aussi, qui est là ce soir, médiathèque de Bourgoin-Jallieu. Et puis donc notre collègue aussi Brigitte Constant qui sera là aussi sur certains cycles. Voilà pour la partie pratique. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Il y a des questions ou pas? Non? S'il n'y a pas de questions, on va parler 5 minutes du thème de l'année qui est la démocratie et son double. Donc, je laisse la parole à Adrien. Donc on vous avait envoyé une petite charade pour annoncer le thème de l'année. Cette charade faisait référence donc au thème. Et ce thème, la démocratie et son double, est tiré d'un texte de Antonin Artaud, un recueil de textes qui s'appelle Le théâtre et son double. Et ce que ce texte est intéressant, c'est qu'il met en avant une tension dans la culture. Et donc on a repris un petit extrait de ce texte dans Le théâtre et son double, où encore une autre astuce, en remplaçant le mot culture par démocratie, on obtient la thématique un peu problématisée. Donc je vais vous la citer. On peut commencer à tirer, donc je remplace à chaque fois le mot culture par démocratie. On peut commencer à tirer une idée de la démocratie, une idée qui est d'abord une protestation. Protestation contre le rétrécissement insensé que l'on impose à l'idée de la démocratie en la réduisant à une sorte d'inconcevable panthéon, ce qui donne une idolâtrie de la démocratie comme les religions idolâtres mettent les dieux dans leur panthéon. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la démocratie, comme s'il y avait la démocratie d'un côté et la vie de l'autre, et comme si la vraie démocratie n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie. Voilà. La parole à Robert Luc. C'est Robert qui prend la parole. Bonne année à tous, et puis vous faites circuler le bruit qu'on existe, qu'il y a des cours libres, gratuits, tous les jeudis, quasi à 19h30. Merci. Alors Robert, tout le monde le connaît, je pense. Donc on ne te représente pas? Non. Ah si, il y a la bande. Par contre, on a une dame pour la bande. Bah non. On a le base ici. Du coup, il ne s'allume pas. Ça allume pas? Si, c'est bon. Il marche Non, pas. plutôt celui-là. Alors je vais me déplacer. Voilà, donc tu es toujours enregistré, je te le précise. Est-ce que tu veux
parler de la bambane tout de suite, peut-être, avant le quiz. Oui, la bambane, parce que l'année passée, il avait été proposé donc de faire un trajet sur les pas des canuts du 19e siècle, parce que l'originalité de la Croix-Rousse et de l'industrie de la soie au 19e siècle, c'est d'être dans un lieu précis, plateau de la Croix-Rousse dans sa partie est, et l'ensemble des pans, parce que d'un côté il y a les producteurs, les canuts, en haut et sur le plateau, et puis de l'autre côté les commerçants, les négociants, ceux qu'on appelle les soyeux. Voilà, donc la bambane, c'est un trajet qui me permet de commenter les immeubles, commenter les conditions de vie, commenter aussi les apports sociaux, notamment à partir de la révolte de 1831, et puis aussi de parler un peu de l'organisation des négociants. Voilà, évidemment, en même temps, on emprunte les fameuses traboules, qui sont des espèces d'allées d'usine, hein, qui permettaient aux canuts d'aller plus vite pour la livraison, au lieu de faire le tour par les rues. Voilà. Donc on a choisi, pour ceux qui veulent donc faire cette promenade qui dure 1h30, on part du plateau Croix-Roussien, de la place de la Croix-Rousse, et on arrive à l'hôtel de ville, quoi, entre l'Opéra et la place des Terreaux. Voilà. Alors on a dit c'était le 26 novembre. 26 octobre, ça fait un peu juste. Ouais, bon. Bon. Alors, oui, c'est vrai, vous venez d'ici, là, il faut partir la veille. Bon, moi, je vais vous dire, la meilleure heure, c'est un samedi, hein. La meilleure heure, c'est le matin. Hein, bon, on peut se donner rendez-vous vers les 10h, ce qui fait qu'on termine entre 11h30 et midi. Ceux qui veulent rester sur Lyon, bon, ils ont la possibilité, mais les autres, ça ne fait pas trop tard. Voilà, c'est ce que je vous propose. Avec donc le rendez-vous à la sortie du métro. Si vous venez en voiture, je vous conseille de garer votre voiture en bas, hein, parking, et puis de monter en métro. Je vous attends à la station. Hein. Et comme la Vogue ne sera plus là, ça sera plus facile. Bon. Bien. On est toujours un peu bas. Ouais, si je faisais le tour et que je vous demande comme ça, bon, qui a dit, par exemple, vive le Québec libre? Vous le savez, hein? Bon, voilà. Ou je vous ai compris, c'est le même, voilà. Ou la garde meurt mais ne se rend pas, hein? Voilà. Seulement si je vous dis qui a écrit vivre en travaillant ou mourir en combattant, ah, c'est pas les canuts, c'est un canut, même pas. Il était tailleur d'habits. Et ce soir, c'est ça. Je vais vous parler de celui qui a effectivement proposé aux canuts d'inscrire sur le drapeau noir cette devise, Jean-Claude Roman. Alors c'est un peu la vie de Jean-Claude Roman, pas toute la vie, on s'arrêtera au moment du procès, qu'il verra condamné, mais à la fois c'est intéressant sur l'ensemble de la société de cette époque, et puis aussi qui il était, pourquoi il en est arrivé, à un moment donné d'ailleurs de son existence, à renier ce qu'il avait pu faire pendant les 3 jours des émeutes. Voilà. Alors, le meilleur moyen de mieux connaître Roman, c'est évidemment son livre. Il a écrit un livre. Là, je vous ai amené que la première page. Non, ça, c'est la technique moderne qui permet ça. On va sur Internet, tac, tac, vous tapez Roman et vous avez ça. Enfin, vous regardez à la fin, si vous voulez. C'est intéressant, le titre, parce que le titre est assez long. C'est Confession d'un malheureux. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vie de Jean-Claude Roman, forçat libéré. Écrite par lui-même. Et aussi, ce qui est important, est publié par M. Édouard Servant de Sully, qui était, lui, procureur du roi auprès du tribunal de première instance de Nantua. Donc là, on va avoir un livre qui sera édité par
un procureur du roi, c'est quand même assez intéressant. Alors, 2 mots quand même sur ce procureur Servante-Suni. Bon, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Faut dire qu'il complexait un peu vis-à-vis de son frère, qui avait été un poète important et qui s'était suicidé assez jeune, à la trentaine d'années. Lui, il voulait un peu aussi être très présent, donc il va écrire. Et vous verrez que dans la longue introduction, avant les confessions de Jean-Claude Roman, on sent qu'il a envie d'écrire, il essaye de restituer un peu l'ambiance de cette soirée dont je vais vous parler. Servante-Suni compte ce qui le conduit à rendre visite à Romans. Alors il écrit, par une sombre et froide journée de la fin d'automne, mieux vaut dire l'hiver, les vents mugissaient déchaînés, la nature était profondément triste, et moi, j'étais comme la nature. Vous voyez, il cherche un peu. S'il est triste, ce fonctionnaire de justice, c'est qu'au bout de 15 ans d'activité au ministère public, il s'interroge sur les résultats. « Quel bien as-tu produit ?» écrit-il. « Tu as fait punir bon nombre d'individus, tu as envoyé dans les prisons, au bagne, sur l'échafaud, mais combien en as-tu corrigé ? Pas un seul. » C'est lui qui écrit ça. Enfin, pas tout à fait, car il va confier au lecteur qu'il remercie la Providence qui, pour le récompenser de n'avoir pas désespéré de l'humanité déchue, l'a fait rencontrer sous ses pas un homme qui a réalisé à ses yeux les idées qu'il s'était formées à cet égard. Cet homme, c'est Roman. Fin de parenthèse, de déclaration de Suni. L'homme qui suscite tant d'empathie de la part de Servante-Suni, est-il le même homme que celui qui a imaginé cette devise « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». En lisant ce livre, c'est pas sûr. Il y a des moments où effectivement on a l'impression qu'on est très loin de ce républicain, vous le verrez, qui affirme ses convictions très souvent. Il y a toute une partie du livre où c'est pas ça du tout, on a l'impression qu'il y a 2 personnages. De Suni va faire un portrait de Roman. Il va dire, né dans la classe de ceux à qui le travail des mains est nécessaire pour vivre, il rêva d'une position indépendante, de doux loisirs, la domination même sur ses semblables, et ce n'est pas là encore qu'a été son crime. Donc c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite comment la bourgeoisie de l'époque regarde les ouvriers. D'abord c'est bon, voilà, c'est un fait, et ils sont nés pour le travail des mains. Voilà, et en plus, attention, ils réclament, ils veulent des loisirs, ils veulent des choses comme ça, ils veulent commander. Là, c'est le péché. Et on peut toujours rêver, et comme il l'écrit, parce que tout le monde peut s'abandonner aux imaginations, aux chimères qui lui plaisent le plus. Non, le crime, c'est bien sûr qu'un jour, il voulut, les armes à la main, transformer ce rêve en réalité. On le vit, nouveau Spartacus, promener dans une de nos plus grandes et plus florissantes cités le meurtre et la désolation, lutter contre les forces légales de son pays, animé du geste et de la voix d'autres révoltés, comme lui, travailler à faire crouler le gouvernement régulier pour y substituer le règne de la violence et du despotisme populaire. C'est intéressant, Voilà la vision en 1845, puisque le livre sort en 1845, de ce que la bourgeoisie pense de la révolte de 1831. Alors, il compare Jean-Claude Roman à Spartacus, quand même, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, il va donc, ce magistrat, se rendre voir Roman qui, après son long séjour, il a fait 50 bagnes, rejoint son lieu de naissance, son village qui s'appelle Montréal, et qui est dans le Haut-Bugey. Ça existe, j'ai vérifié.
connaissez peut-être. Alors, si vous cherchez à Montréal s'il y a une rue Jean-Claude Roman, c'est pas la peine. Hein. Il n'y en a pas. Vous me direz, à Lyon, il n'y a pas non plus Jean-Claude Roman, il n'y a pas plus Marius Chastain, il y a Gasparin. Voilà. Une fois arrivé à Montréal, et s'est fait indiquer la demeure de Roman, il va dans un premier temps jeter un œil discret. Écoutons-le, car ces quelques mots nous renseignent sur l'esprit de l'époque. Donc nous sommes en 1845, et sur ce regard que portent les pouvoirs à ceux qui ont pu enfreindre la loi. Je descendis de mon traîneau et gravis les quelques marches qui conduisent à la porte d'entrée. Toutefois, avant de frapper, je veux considérer l'extérieur de cette habitation. Je vois avec plaisir qu'un certain ordre, et même un véritable goût, a présidé à son arrangement. Une fois entré, Roman va l'accueillir, le remercier de sa visite, il voit qui c'est, il le connaît un petit peu. Hein, il lui avait donné un manuscrit quelque temps avant sur les conditions de prison, on en parlera un peu plus loin. Le magistrat dit, il a deviné que c'est l'homme des encouragements et non celui de la menace et du réquisitoire qui a franchi le seuil de sa demeure. De nombreux indices prouvent qu'il peut y avoir chez les anciens bagnards un désir normalité. Et la normalité, pour notre procureur du XIXe siècle, c'est, malgré l'exiguïté du local, tout y est en ordre. Chacun paraît remplir ses devoirs. Vous avez encore vos ciseaux de tailleur à la main. Votre femme se livre aux soins du ménage. Votre belle-mère est occupée à filer. Il nous manque, pour que le tableau soit le symbole de la famille, les chères têtes blondes. Elles arrivent. Une petite fille de 5 ans, une fine chevelure blonde, qui pressait un livre sur son sein et paraissait apprendre quelque chose par cœur. Le garçon Benjamin a 3 ans. Ce sont les enfants de Roman. Et pendant que sa sœur récite une poésie devant le procureur du roi, il demande à manger. « J'ai faim !» dit l'enfant. Ce simple cri va provoquer chez le procureur du roi une impression extraordinaire. Je vous la livre. Il me rappela que 14 ans auparavant, un vol fut commis à Lyon par un homme dont les entrailles étaient depuis 30 heures vides de nourriture. Et cet homme, je l'avais devant les yeux. Ce vol, effectivement, il a eu lieu. Roman a volé en 1831, on y reviendra. C'est d'ailleurs ce qui va le condamner le plus. Je vous expliquerai pourquoi. Mais on va revenir à la chaumière de Montréal et au sein de cette famille, qui réjouit tant servante de Sully, peu à peu va se créer, au dire du visiteur, au dire de servant de Sully, un climat de confiance qui permettra à Roman de s'exprimer sur des sujets qui dessinent un peu mieux sa personnalité. Des sujets qui d'ailleurs sont encore d'une grande actualité. Par exemple, alors que le magistrat assure à Roman que son repentir, sa bonne conduite ont largement racheté cette faute d'un instant, aussi bien que ses torts politiques, il réplique, Roman, si la religion couvre d'un pardon sublime, le monde est sans pitié pour l'homme qui a eu le malheur de faillir et d'encourir une condamnation infamante. Fût-il revenu aux sentiments les plus vertueux, aux principes les plus irréprochables, fermant les yeux au présent et refusant de les porter sur l'avenir, ce monde ne les tient ouverts que sur son passé déplorable. Il semble dire à l'homme, tu as violé les lois une fois, donc tu es capable de les violer sans cesse. Tu as été frappé une fois par la justice, donc tu es à jamais noté d'infamie. Chacun doit s'éloigner de toi, c'est un forçat libéré, dit-on. Ça, c'est Roman qui parle. Et j'avoue que si on aurait pu changer le nom de celui qui dit, enfin, c'est ce sentiment-là, ce constat qu'on peut faire, il était déjà là et on peut le faire encore aujourd'hui. Alors, évidemment, De Sully va essayer d'arranger les choses. Il va dire qu'effectivement, l'opinion publique s'élève fortement, que c'est vrai aussi qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas agréables pour la société. Et donc, après tout, c'est une sévérité qui se justifie.
Et l'un noircit, en gros, dans ce dialogue, l'un noircit son passé, ça c'est Roman, il dit beaucoup de choses, que ouais, il regrette, enfin c'était pas bien ce qu'il a fait, etc. Et puis l'autre, le magistrat, va dire, à propos du vol, du fameux vol de 1831, Dieu tenait sans doute à châtier mon orgueil et mes mauvaises passions, et il a permis que je me fisse voleur pour devenir plus tard galérien. C'est Roman qui parle ça. Donc il accepte, voilà, il s'auto-flagelle très très souvent. Voilà. Quand il revient de captivité, quand il revient du bagne, à cette époque, il faut avoir régulièrement, c'est sous surveillance, et avoir des certificats de bonne conduite de l'ensemble des notables du village où on habite. Et c'est ainsi que, pour vous montrer que Roman vraiment a su, on dirait aujourd'hui, s'intégrer, les attestations obligatoires pour ceux qui reviennent du bagne, il y a le curé, le maire, un juge de paix, un manufacturier, un propriétaire, le médecin, le préposé aux douanes, les religieuses de Saint-Joseph, le greffier de justice, le conseiller général de l'Ain, le major de la 3e Légion de la Garde nationale. C'est impressionnant, tout le monde trouve qu'il est extraordinaire, qu'il pose aucun problème, il s'occupe bien de ses enfants, il s'occupe bien de sa femme, etc., etc. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fin de ce dialogue que le magistrat lui dit, mais alors, tout ce que vous avez vécu, tout ça, vous ne voulez pas l'écrire? Et à ce moment-là, Roman va aller dans son placard et il va sortir un manuscrit, et c'est à ce moment-là que Sully va dire, bon, ben, on va l'éditer. Le produit de la vente, dit-il, de cet ouvrage, s'il se vend, sera consacré à adoucir la position de l'infortunée famille dont je viens de peindre l'intérieur. Vous voyez, générosité grandiose. Alors, avant de venir aux 3 journées, quand même quelques éléments de l'enfance et de l'adolescence et de la prime jeunesse de Roman. Il est fils unique d'une modeste famille. Son père est cocher chez Monsieur le Comte, du village. Et lui, par contre, Roman, il paraît vraiment... Alors c'est lui qui le dit, je sais pas, bon. Mais il est très précoce. La preuve, c'est qu'à 10 mois, j'articulais une grande quantité de mots et je trouvais les expressions propres à rendre mes petites idées. Là, il faut déjà le faire à 10 ans. Voilà. Mieux, sevré à ce moment-là, il s'en souvient encore. Quand même extraordinaire. Alors c'est un enfant sage, sans problème particulier, une fois quasiment de charbonnier. À 15 ans, ses parents jugèrent qu'il était temps qu'il apprenne un métier, et après quelques hésitations, c'est celui de tailleur d'habits qui fut retenu. Alors il va partir en apprentissage à Nantua, et là aussi, il se révèle comme particulièrement doué, puisque après 5 mois d'apprentissage, c'était à cette époque des apprentissages de plusieurs années, eh bien, il habille son père des pieds à la tête. Bon, c'est l'âge aussi où il y a quelques tourments amoureux. Et bon, ça c'est pas original, si ce n'est que lui, il va culpabiliser énormément, et à tout propos. Il imagine qu'il est dans le péché. Et un événement va bouleverser cet être qui paraît d'une grande sensibilité. En effet, alors qu'il passe du statut d'apprenti à celui d'ouvrier, celle qui se réjouissait particulièrement de sa réussite, de voir son unique enfant devenir quelqu'un, un professionnel, eh bien, cette mère va mourir. Et là, il est vraiment très, très triste, d'autant que son père va se remarier 10 mois après. Alors là, pour lui, c'est le scandale absolu. Non, il n'est point de bonne belle-mère. J'éprouvais sans doute sa rigoureuse acception, cette vérité proverbiale. Alors, son apprentissage terminé, il va revenir au pays où il ne tarde pas à se faire une clientèle. Il est doué. Mais voilà, il y a encore une histoire d'amour. Ah, il y en aura pas mal. Ouais. Il paraît qu'il est très beau, il a une moustache, enfin, il se décrit comme ça. L'amour, donc, est là, tapis dans les forêts du Haut-Budget, et il va s'éprendre d'une jeune fille employée
comme femme de chambre au service de M. le comte. Donc rien de plus normal, hein, c'est de l'âge. Oui, mais voilà, le caractère de roman va le conduire à dire un orgueil funeste à l'homme, un vice odieux qui dénature ses penchants les plus naturels, me fit désirer de l'épouser. Oui, mais seulement, attendez, il n'a pas fini. Plutôt que la simple paysanne qui avait déjà reçu mes serments. Ah, là, il exagère, là, hein. Il ajoute, non pour se justifier, mais souligner combien son comportement était condamnable, mais que voulez-vous? L'une était plus élégamment costumée que l'autre, et j'étais flatté de me voir l'objet de ses attentions. Bon, rien de changé. Hein. Alors, vont se succéder dîners en cachette, évidemment, aux frais de Monsieur le comte. Et l'un des principaux moyens que cette jeune fille mettait en œuvre, c'était de stimuler, dit-il, ma gourmandise et de fasciner mes sens. Je vous laisse imaginer. Ils envisagent le mariage, mais pour ça, Roman, histoire de se perfectionner, veut aller à Lyon, parce qu'à Lyon, il peut acquérir le coup de ciseau, dit-il, des grandes villes. Hein, c'est un peu l'apprentissage. Ailleurs, on peut acquérir des choses supplémentaires. Donc, il va partir à Lyon, et évidemment, il va avoir une séparation déchirante, les larmes aux yeux, les tendres promesses de nous aimer éternellement, etc., etc. Bon, on retrouve notre Jean-Claude Roman sur le pont Morand, un matin de septembre. Il est à la recherche du domicile d'un cousin germain à sa mère. C'est un échange de bons procédés parce que ce cousin germain avait été hébergé lors du siège de Lyon en 1793 parce qu'il s'était impliqué énormément avec les Lyonnais qui évidemment ne voulaient pas ceux qui ne voulaient pas de la République. Voilà. Bon, il va rester chez ce tailleur 5 mois. 5 mois, le temps, d'oublier la chambrière de M. le comte. Parce que voilà, le problème, c'est que la femme du tailleur, chez qui il travaille, elle est si jolie. Seulement, et vous commencez à connaître Roman, il se met à culpabiliser. Un adultère, vous vous rendez compte? Tant et si bien qu'il décide de rentrer à Montréal. Pas pour très longtemps, parce qu'évidemment, il est accueilli assez fraîchement. Hein. J'y ai retrouvé une marâtre devenue plus méchante qu'à vouloir me trancher la nourriture. Bah oui, il faut se mettre à sa place. Bon, du coup, ce séjour à Lyon va lui faire dire qu'il faut qu'il trouve un autre espace, que son village, c'est vraiment trop étriqué. Ses aventures, l'imprévu, courir après la fortune, tout ça, il ne peut pas le faire à Montréal. Alors il va le faire dans une grande ville, et dans le royaume la plus grande, Paris. Et comme ça, il va aller à Paris. Alors il passe par Chalon-sur-Saône, parce que c'est une expédition à cette époque. Et il va arriver à Paris en 1820, donc il a 20 ans. Et d'ailleurs, il lui arrive toujours des histoires incroyables, parce que dans la diligence, là, il fait connaissance d'un compagnon de voyage qui est un prince russe, paraît-il, qui s'appelle Nicolas Kostolov. Donc il sympathise bien, au point d'ailleurs que Kostolov l'invite, quand ils arrivent à Paris, de se rendre à son hôtel, qui est rue du Mont-Blanc. C'est aujourd'hui la rue Chaussée-d'Antin. Donc pour notre aventurier, pour notre roman, l'avenir s'annonce bien. Et comme il n'a pas revu le monseigneur russe en question depuis quelque temps, il va aller voir sa maison, son hôtel particulier. On lui fait visiter son hôtel particulier. Les domestiques s'excusent parce que, paraît-il, ce prince est à Rouen pour les affaires. Seulement le problème, c'est que en feuilletant une gazette, il tombe sur la chronique judiciaire qui se fait l'écho d'une séance de la cour d'assises où l'on juge un homme et sa maîtresse accusés d'avoir empoisonné le mari. Si le nom de la maîtresse, veuve Bouvier, ne lui dit rien, celui de l'homme, si, il s'agit de Nicolas Costolo. Les deux F sont partis, et évidemment la relation princière avec. C'était pas quelqu'un de très intéressant. Alors, à Paris, il va vivre un peu le grand train, il dit, c'est là qu'il dit que son physique
qui n'étaient pas sans agrément, lui permirent d'être redevable d'assez bonne fortune ou de grandes dames ne dédaignèrent pas de jouer un rôle actif à son profit. Voilà, c'est bien dit ça. Hein, voilà. Et alors, effectivement, on est quand même éloigné des événements de 1831. En fait, sa conscience politique va commencer à Paris. Il va commencer à lire le Constitutionnel, qui est un journal d'opposition. Et il aime les longues tirades, dit-il, en faveur de la liberté et contre les jésuites. Même si dans son livre, il développe sur plusieurs pages encore sa culpabilité d'avoir lu une telle prose. Il va faire un détour par Provins, également, pour toujours ce désir d'un peu d'aventure, de changer. Là aussi, il va encore y avoir des problèmes avec la gente féminine. Il se met toujours dans des situations impossibles. Il va tomber sur une maîtresse il est très flatté, c'est une chapelière, une modiste, elle a un magasin, ça va être merveilleux, et puis en fait, elle va partir avec un bonhomme, et puis lui, il va rester tout seul avec les factures, ce qui évidemment pose un grand problème. Voilà. Et d'ailleurs, peu à peu, il va être en faillite, hein. Il va même échapper de très peu à la prison. C'est justement là son ancienne maîtresse qui va arranger le coup. Elle va envoyer un bonhomme pour régler ses factures. Et puis après, évidemment, de nouveau, il sera grugé. Il va revenir à Lyon, dans le magasin d'un tailleur pour y prendre, qu'on lui a proposé les fonctions de premier garçon. Alors, c'est un magasin qui est situé place des Célestins, à l'entresol d'un café, qui était le café parisien. Il loge dans une chambre au 5e, et bon, il semble qu'il veuille se décider à avoir une vie beaucoup plus rangée, beaucoup plus sereine. Seulement voilà, décidément, hein, il est marqué. Dans ce magasin, il voit de plus en plus défiler les créanciers. Et un jour, le patron qu'il avait embauché, eh bien, il n'est plus là, sa femme non plus, ils sont partis, et c'est lui qui reste avec le magasin. Alors les créanciers vont lui proposer, quand même connaissant ses qualités de tailleur d'habits, vont lui proposer de reprendre le magasin. Donc après tout, pourquoi pas, et donc il va effectivement reprendre ce magasin. Il aura d'ailleurs du succès, il va créer, c'est quelqu'un qui crée, voilà. De plus en plus, il s'intéresse à la vie politique. De plus en plus, on sent bien, et d'ailleurs au niveau du livre, il faut repenser le contexte. C'est un livre qui va être édité par un procureur. Donc moi je me demande si parfois sa culpabilité n'est pas un peu forcée. Parce que plus on va dans le livre, et surtout vous verrez quand on arrive à 1831, et plus il se lâche, et moins il y a de regrets. Voilà. Et d'ailleurs, donc, ce qui montre que peu à peu il prend cette position, cette conscience politique, c'est qu'il raconte une anecdote. Un soir, dans une assemblée, un ouvrier en soie m'adressa cette superbe allocution. « Et toi, Roman, avec ton air rêveur, on dirait que tu n'es pas partisan des idées libérales. Tu ferais, je crois, triste figure dans une révolution. » « Peut-être pas autant que toi, répondis-je vivement, et d'ajouter pour nous, lecteurs, en 1830, lorsqu'on se mit sur la défensive à Lyon, à l'occasion des ordonnances de juillet, et en 1831, aux fatales journées de novembre, mon questionnaire se tint enfermé chez lui. C'est que les grands parleurs ne sont pas en général ceux qui agissent le plus au moment du danger. Sans qu'il a déjà le don de la formule. Attendez, je bois un coup parce que je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Alors, on est en 1830, il est à Lyon. Pour marquer encore sa progression, sa prise de conscience,
Il va donc s'engager contre les ordonnances, les fameuses ordonnances de Charles X, qui instaurent la censure sur tous les ouvrages, la modification de la loi électorale, qui oblige d'ailleurs notamment à voter à bulletin ouvert, qui évidemment, il faut avoir du courage. Et il y a donc une opposition qui se manifeste, et ça va être les Trois Glorieuses de juillet, qui aboutira à la prise de pouvoir de Louis-Philippe. Et quand la nouvelle de cette résistance, qui est très forte à Paris, va arriver à Lyon, par le courrier, ce courrier, donc la diligence, elle apporte et déploie un petit drapeau tricolore. Alors, il est là, Roman. Il va même se précipiter pour l'embrasser, ce drapeau. Et, manque de peau, un homme âgé va le devancer, certainement un ancien de la Grande Armée, et il dit, il était juste qu'il eut les prémices de ce baiser patriotique. Mais s'il n'y a pas eu le baiser, il y a maintenant son engagement dans la garde nationale. Un fusil, et il est incorporé dans la 2e compagnie des grenadiers de la 3e Légion. Vous savez que la garde nationale, ce sont des gens qui ne sont pas des militaires de carrière. À une époque, on les élisait. Dès qu'il y a des problèmes, on mobilise cette garde nationale pour défendre la patrie, etc. Moi, je compare toujours la garde nationale un peu aux pompiers volontaires dans les villages où il y a la sirène qui sonne, ils se précipitent, etc. C'est un peu le même principe. Alors, sa première mission, en tant que grenadier, c'est de garder le poste de l'hôtel de ville. Et il déniche d'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait, chez un avocat, un grand sabre de cavalerie, et il l'accroche à sa ceinture, le fusil sur l'épaule. Alors d'ailleurs, il dit qu'il devait avoir une drôle d'allure. Alors il est placé côté terreau, l'hôtel de ville, et voilà que vers 9h du matin, arrive un monsieur décoré et couvert d'un chapeau à large bord. « On n'entre pas !» fait Roman. « Je suis le maire !» répond le monsieur décoré. « Je ne vous connais pas !» rétorque Roman. Et il fallut que le chef de poste intervienne pour que Prunelle, nouveau maire de Lyon, puisse entrer. On le voit, il ne badine pas avec la discipline. Et, ça c'est intéressant, sa première nuit de garde lui permet de réfléchir aux idées républicaines. J'entendais non pas l'égalité devant la loi, la seule raisonnable et la seule possible, mais celle qui consiste à prendre à ceux qui ont pour donner à ceux qui n'ont pas. Donc ce sont quand même des affirmations en 1830. Et bien sûr, il va, dans le livre, il va très rapidement dire tout de suite après, sous la double emprise des passions politiques et de l'intérêt personnel, le jugement de l'homme se pervertit et que le sentiment naturel d'équité qui le guidait d'abord lui échappe tout à fait. Bon, voilà, seulement il a quand même dit ça, et il l'écrit, il aurait pu ne pas l'écrire, voilà. Alors, il va avoir vraiment une situation financière déplorable, il va être obligé de quêter, de se rendre à la ferme des Brotteaux, qui distribue du pain. Hein. Donc, vraiment, il est au bout du rouleau, il y a 30 heures qu'il n'a pas mangé. Et il est vers la place d'Albon, enfin aujourd'hui elle s'appelle la place d'Albon, et il aperçoit, je vais le citer, « J'ai aperçu une planche de la fermeture d'un magasin qui remuait. Je ne pouvais deviner la cause de cet ébranlement, lequel était en réalité occasionné par un vent qui soufflait alors. M'étant approché, je vis que la barre de fer que d'ordinaire assujettit les fermetures de magasins avait été oubliée. J'écartai la planche, et à la clarté d'un réverbère, vis briller l'intérieur d'un magasin de quincaillerie. Je jetai la planche, je donnai un grand coup de poing à un carreau de vitre qui vola en éclats, j'allongeai le bras, et un vol fut consommé. Avec le produit de ce vol,
qui se montait à 8 francs 50. Bon, pour vous donner une idée, le prix de l'abonnement à l'écho de la fabrique, vous pourrez faire je ne sais plus à combien le Progrès s'est abonné, tu sais pas non plus. Bon, là, à ce moment-là, le prix de l'abonnement est de 1 franc 25 par mois pour l'écho de la fabrique, qui paraît tous les dimanches. Voilà. Alors, bon, c'est une somme d'ailleurs qui, il dit, pendant quelques jours, il va éviter de mourir de faim. Ce vol, maintenant on ne le voit pas, mais ça va avoir une importance très très importante dans sa vie. Donc, on est maintenant très proche de la révolte, on est en octobre 1831, et Roman va être à la fois, ce qui est intéressant, un acteur de cette révolte, et puis un témoin tout à fait incomparable. Il vit la révolte de l'intérieur. Alors, par exemple, il va suivre avec beaucoup d'attention les négociations présidées par Bouvier du Mollard sur le tarif, ce qui donnera le 25 octobre une augmentation de ces fameux tarifs. Et il est proche des ouvriers de la Croix-Rousse. La preuve, c'est que le dimanche 20 novembre, à 10h du soir, sur les tapis de la Croix-Rousse, c'est-à-dire le secteur qui était en bas des remparts, côté Croix-Rousse, 4 chefs d'atelier se disent mystérieusement « Adieu, à demain ». Bon, évidemment, maintenant on peut dire peut-être que c'était la préparation de la révolte. Sur le coup, c'est moins évident. Le lundi 21, à 8h du matin, il chemine à grands pas avec un ex-sergent de la garde nationale pour se rendre chez un lieutenant des canonniers, garde nationale, qu'ils trouvèrent en train de fourbir ses armes et à déployer son uniforme. S'apercevant que ce lieutenant était donc en service, il tente de le convaincre de ne tenter contre les ouvriers en soi, qui ne peuvent manifester que pour obtenir l'exécution du tarif. Sans aucun acte hostile, précise Roman. L'autre, le lieutenant, campe sur ses positions. Je vous l'ai dit, j'ai reçu des ordres, c'est mon devoir. Votre devoir peut plier lorsqu'il s'agit d'être en présence de ses frères, rétorque notre tailleur d'habits. Et comme le lieutenant ne promet rien, il lui lance « En ce cas, nous nous retrouverons en présence ». Et à propos de ce lieutenant, Roman, dans son livre, nous conte sa fin. C'est le mardi 22, montée Saint-Sébastien. Il y a une batterie qui est mise en place pour faire feu sur les ouvriers qui ont été refoulés en haut de la montée Saint-Sébastien. Et le lieutenant qui commande la décharge est reconnu par les ouvriers. Et il est en effet le chef d'un café fréquenté par les ouvriers en soi. C'est un bistrotier. Et c'était eux qui l'avaient mis dans l'état de prospérité où il se trouvait. Et c'est lui qui va mettre le feu à la pièce. Donc, comme Roman est tout à fait offusqué, et les canonniers d'ailleurs vont hésiter à mettre le feu, à l'étincelle électrique à la pièce. Et voyant cela, eh bien, le bistrotier va s'emparer de la mèche et il va le faire lui-même pour faire partir la décharge. Les ouvriers s'en aperçoivent, ils ripostent au même moment et le lieutenant est blessé à la cuisse. Et il va se relever et faire recharger les pièces et commande une nouvelle décharge. Et c'est à ce moment-là que les ouvriers vont riposter et le lieutenant qui reçoit une seconde et cette fois mortelle blessure. Voilà la fin. Mais c'est intéressant de voir de l'intérieur comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'on a des livres comme ça qui parlent de la révolte, qui sont très très intéressants, mais de l'intérieur, c'est vraiment assez passionnant. Le lundi, on revient au lundi 21, un poste de militaire de la ligne occupait le corps de garde de la barrière de la Croix-Rousse, près de la place des Bernardines. Il fut relevé par un piquet de la garde nationale. D'après Roman, militaires et membres de la garde nationale fraternisent en buvant quelques canons, et même pas mal de canons, car la place de la Croix-Rousse est à 2 pas. Et il y a de nombreux canuts qui sont présents, bien sûr. On est le lundi 21. Et les gardes nationaux, en vidant leur verre, bien sûr,
portent des toasts, mais des toasts humiliants aux ouvriers en soi. Par exemple, à ta santé, Canu. C'est une époque où Canu, c'est péjoratif, c'est un sobriquet. À ta santé, ventre de fromage blanc. C'est une raison plus, c'est pour ça que je suis contre le fromage, vous savez, la cervelle de Canu. C'est horrible, cervelle de Canu tout blanc. Mais non. Voilà, ventre de fromage blanc parce que c'est une des nourritures quand il y a une crise. Ils mangent que du fromage blanc, c'est plus facile à obtenir. Autre toast. Ah, tu veux le tarif? On t'en foutra. Il est là-dedans, ton tarif, en désignant leur giberne. Il y a la tension qui s'accroît et il y a un coup de feu parti des premiers rangs du poste, donc du côté pas des ouvriers, de l'armée et de la garde nationale, sur les ouvriers qui s'armèrent de pierres. Très rapidement, nous raconterons, les barricades furent érigées. La générale fut battue en ville. Et lui, que fait-il? Se contente-t-il d'observer? Pas du tout. Je n'étais pas encore armé et ne pris part à ce conflit préliminaire que par la parole et par la plume. Je haranguais le peuple et composais des proclamations. Il est également présent quand le préfet Dumollard et le général Ordonneau se présentèrent vers les ouvriers sur les 2 heures de l'après-midi. Et, dit-il, c'est moi qui contribuais le plus à les faire retenir prisonniers, l'un et l'autre, pour nous servir d'otages. Donc là, il ne fait pas que constater, il ne fait pas qu'un travail comme ça d'observateur. D'ailleurs, c'est ce même jour, donc vous voyez, début d'après-midi du 21 novembre 1831, qu'il va proposer d'inscrire sur le drapeau noir, drapeau du deuil et de la misère, le drapeau des ouvriers, ces mots, vivre en travaillant ou mourir en combattant. Et évidemment, ce qui fut fait et qui va devenir, bon, aujourd'hui, évidemment, ce symbole. Alors, bon, à la fin de cette première journée, les insurgés sont maîtres de la place des Bernardines, hein, donc sur le plateau croix-roussien, et lui va rentrer chez lui, tranquillement. Il habite 4 rue Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est la rue Paul Chenavard. Le mardi, à la pointe du jour, après avoir mis dans ses poches quelques cartouches, il se prépare à rejoindre le plateau croix-roussien. Quand il arrive dans sa chambre, une jeune femme, avec laquelle, c'est incroyable, il avait quelques relations qui lui supplient de ne pas retourner au combat. Il a alors cette réponse qui, effectivement, ne manque pas d'une certaine grandeur. Il dit « Vous avez l'adresse de mon père. Si je ne reparais pas, écrivez-lui que j'ai pris part aux événements de Lyon en vrai républicain et pour la cause du peuple, que je suis peut-être mort. » Une fois dehors, il se rend rapidement compte qu'il n'est pas très aisé d'atteindre la colline. Et il y a des soldats de la ligne partout. Je parcourus successivement les quartiers de la Place Neuve, des Carmes, près de la Grande Côte, le bas de la montée des Carmélites, et revint essayer le passage de la rue du Griffon, et de là par la côte Saint-Sébastien. Je ne pus réussir. Et quand il arrive rue Puy-Gaillot, il entend le premier coup de canon tiré en direction des Brotteaux par la batterie de l'entrée du pont Morand. Les Brotteaux, où il y a également des insurgés. Il poursuit sa route, désireux de participer aux affrontements, il passe rue du Garret, emprunte la place du Collège, affronte verbalement un marchand tailleur de la garde nationale qu'il connaît, arrive rue Gentil, monte jusqu'en haut de la rue de la Gerbe, où il essuie avec d'autres une décharge des soldats de la ligne. Il est temps de s'armer, de se défendre, dit-il au petit groupe. Ni approbation, ni improbation. Il quitte cet endroit pour rejoindre le quai de la rive gauche de la Saône, au bas du pont de la boucherie des Terreaux, vers le pont Lafeuillé aujourd'hui. De nouveau, un groupe d'hommes sans armes, et de nouveau, il essuie une décharge des soldats qui étaient arrivés sur le quai par la rue des Augustins. Ayant une fois encore tenté de convaincre ses compagnons du moment de s'armer, sans succès, il se dirige alors vers la rue Basse-Grenette, rue de Brest. Un peloton de militaires est placé au milieu de la rue Grenette, à l'aboutissement des rues de l'Aumône et des Quatre Chapeaux,
et fait feu sur un groupe au fond de la Grenette, la halle de Grenette qui existait. Il quitte brusquement le secteur et se dirige rue Saint-Dominique, rue Émile Zola, et là, il y a un nombre considérable de personnes qui se trouvent devant le magasin de M. Brénuel, et M. Brénuel, il est armurier. Donc, Roman, évidemment, va réclamer des armes. Les gens lui disent, non, elles sont toutes parties, vous pensez, ils ont tous emporté, donc il n'y en a plus. Alors, il ne se dégonfle pas, il va monter au premier étage. Il devait connaître les lieux, quand même. Et il sait que se trouvent les appartements, les ateliers. Alors, il frappe à la porte. « Je demande une arme, dis-je. »« On m'a tout pris ce matin, répond le propriétaire. La populace a dévalisé mon magasin. » Et Roman, « C'est possible, mais moi, je ne viens point ici pour vous dévaliser, et je dois être exception. » Il faut croire qu'il est convaincant, puisque, en promettant de rendre l'arme s'il n'est point tué, on lui donne une carabine, en parfait état de service, qu'il cache pour ne pas susciter des convoitises sous sa redingote. Et évidemment, il repart rue des Quatre Chapeaux pour faire, pour combattre. D'ailleurs, on va le soupçonner, parce qu'on va apercevoir comme ça dans la redingote un fusil, donc automatiquement les gens vont dire hey, attention, il faut le désarmer, il va se battre contre les ouvriers, et il est bien obligé de reculer, Roman, mais il perd pas son sang-froid, il va prendre le fusil par le canon, et puis il va faire tournoyer son fusil en disant le premier qui approche va s'en repartir, insensé. Je suis du peuple et pour le peuple. Donc à ce moment-là, la confiance va renaître et on lui indique la position des militaires qui ont déjà fait feu. Il charge son arme. La détonation de sa carabine est saluée par des acclamations. Tout en rechargeant son arme, il court en direction des halles de la Grenette. Il franchit le portail et se retrouve nez à nez avec un peloton de soldats. Son coup de carabine part en même temps que la fusillade du poste des soldats. Il reçoit de nouveaux bravos et il récolte 2 trous, des traces de balles, dans la jupe de sa redingote. Après quelques échanges de tirs violents, le poste de la ligne se replie du côté de la place des Cordeliers. Roman emprunte la rue Grenette, passe devant la pharmacie, Guillermo, on le fait entrer, on lui fait boire un vin mêlé d'eau, il y a des militaires blessés qui sont là également, ils sont dans une pharmacie, et il y a aussi des insurgés. Et les insurgés, eh bien, ils reprochent aux soldats d'avoir tiré sur le peuple. Et là, Roman, une fois encore, comme ça, s'interpose en expliquant que les soldats avaient été fidèles à leur engagement, hein, et que, bon, on ne pouvait pas leur reprocher d'avoir tiré, puisque c'était les ordres. Mais grandeur d'âme ne veut pas dire naïveté. Et évidemment, il va faire saisir les armes des soldats et les munitions, et il va répartir ces armes et ces munitions entre les insurgés. Voilà. Il y a même, quelques instants après, un garde national qui va avoir la vie sauve, toujours grâce à Roman. Le pauvre homme, il est en passe d'être complètement lynché. Roman se présente, les menaces cessent. Il semble qu'il ait acquis une certaine notoriété sur les masses. C'est lui qui l'écrit. Les combats, eux, font rage sur la place des Cordeliers. Il est présent, mais cette fois-ci, il y a des hommes armés avec lui. Et l'armée est obligée de reculer et les soldats disparaissent dans les rues et les allées. C'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit que sa main saigne. C'est pour ça que pour faire plus vrai. Une simple égratignure, ça aussi. Le maître de l'hôtel du Cheval Blanc lui fait un pansement sommaire et le voilà reparti place du concert, ça n'existe plus, sous le secteur Vaïs à tout rasé, où stationne une foule considérable d'insurgés. Et quand il arrive, il est accueilli par ces cris. Voilà celui qui, seul, a repoussé le poste de la rue Grenette. Bravo, bravo. Il devient tout naturellement à ce moment-là le chef d'un groupe. D'ailleurs, sa première question, qui montre bien qu'il est devenu chef, voyons où en sont les affaires. Je trouve que c'est une déclaration de chef, ça. On lui assure que la retraite des troupes est généralement, sauf du côté du pont Morand, tout le monde, la troupe recule. Il y a que dans la maison Auriol
où il y a un certain nombre de soldats de garde nationaux qui se sont réfugiés. Et d'ailleurs, du coup, la maison Auriol va être incendiée, pillée, etc. Après discussion, il est décidé de ne pas poursuivre pour l'instant le combat et d'attendre le lendemain. Alors, Jean-Claude Roman, il est épuisé, mais il va encore se distinguer. Il chasse ce qu'il appelle les hommes vautours. Ça a toujours existé dans ces combats-là, c'est-à-dire c'est ceux qui viennent dépouiller les cadavres. Prendre les bijoux, les bottes, enfin, etc. Et il va éviter également qu'une baraque en planche près de la voûte du collège ne soit incendiée. Il fait même disperser les fagots mis par les insurgés devant le café La Perle pour l'incendier, puisque ce café avait hébergé des gardes nationaux. Donc on voit, il se démène. Dans la nuit donc du 22 au 23, à 3 heures du matin, Roman est assis près du feu de bivouac, la carabine placée perpendiculaire sur ses genoux, ses 2 mains collées sur cette arme et soutenant sa tête. Et brusquement, il est tiré de sa rêverie par les cris « Aux armes ! Aux armes !» Et à ce moment-là, l'armée débouche du côté de l'hôtel de ville et les insurgés durent se disperser. En fait, l'armée commandée par le général Roguet opérait sa retraite par le faubourg Saint-Clair. Et comme il n'y avait plus rien à faire, eh bien Roman va regagner son domicile et, nous dit-il, il se coucha tout habillé, ce qu'on peut comprendre. Au matin du 23, il fut rapidement informé que la ville était aux insurgés. En sortant, il passa devant la maison Auriol en flammes et monta sur le plateau de la Croix-Rousse. Il s'aperçut alors que le bruit de sa victoire, sur le poste de la rue Grenette, était déjà arrivé dans le faubourg. Je fus reçu par des acclamations et des transports inexprimables. On me louait de mon courage, on me félicitait sur mon adresse, et des cris de « Vive Roman !» sortirent même de plusieurs bouches. S'il ressent un sentiment de joie et d'orgueil, il n'en demeure pas moins très réaliste. Et ça, c'est intéressant. Je n'aperçus rien dans les sentiments du peuple qui dut me faire penser qu'il appuierait de son concours les vues du parti républicain. Ce qui effectivement s'est avéré exact, puisque les canuts vont regagner les ateliers et les tarifs seront abandonnés, et les républicains qui sont présents à ce moment-là, ils ne pourront jamais avoir les canuts de leur côté. Et également, il constate que les ouvriers en soi avaient la victoire, ils occupent le terrain, et ils se croisaient les bras, regardant leur tâche comme finie. Là, on voit bien le divorce entre des gens, des républicains déjà, conscience politique, etc., qui veulent renverser Louis-Philippe pour instaurer la République, et puis, eh bien, les ouvriers, les chefs d'atelier, qui, eux, se sont battus pour l'application des tarifs signés. Voilà, c'est là le clivage, et c'est pour ça que la révolte de 1831 n'est pas une révolte politique, c'est la première révolte consciente des ouvriers. Alors il va quand même se rendre à l'hôtel de ville, il a quand même cette impression d'avoir été un élément important de cette révolte. L'hôtel de ville qui est occupé par les insurgés. Et là, c'est la déception. L'autorité était entre les mains d'hommes que je ne connaissais pas. Quelques noms étaient arrivés à mes oreilles, mais pas assez pour que je puisse dire « voilà un homme qui sympathise d'idées avec moi ». Alors il va tenter malgré tout d'essayer d'entrer en contact, notamment avec ceux qui siégeaient à ce qui était appelé à ce moment-là le gouvernement. Alors il dit « ô douleur, ô déception cruelle ». Non seulement personne ne veut l'entendre, mais on lui adresse des paroles blessantes. Et il va en tirer le constat suivant. Les intrigants qui étaient parvenus au degré supérieur de l'échelle, sur le dos des malheureux tels que moi, repoussaient du pied jusqu'au dernier échelon ceux qui avaient versé leur sang pour le triomphe d'une cause dont l'égalité avait formé le drapeau. Et c'est véritablement écœuré qu'il va quitter la scène politique avec la ferme volonté de ne plus jamais reparaître. Bon, il n'a pas fini, parce que à partir du 3 décembre 1831, quand l'armée entre dans la ville de Lyon, s'il n'y a pas eu de combat le 3 décembre, c'est donc le duc d'Orléans qui rentre avec l'armée, par contre, vont commencer les arrestations. Et même
les amis de Roman vont essayer de le convaincre de partir à l'étranger. Lui, il ne veut pas, donc il refuse de partir et continue à vaquer à ses occupations de tailleur d'habits. Et c'est en janvier 1832 que, alors qu'il traversait l'hôtel de ville, vous savez qu'à l'époque, l'hôtel de ville, on pouvait la traverser, elle traboulait. Maintenant, ils nous ont mis des portes partout, mais enfin bon, à l'époque, on pouvait trabouler. Et un homme va l'accoster, qui paraît le connaître, et il lui demande s'il a retiré son livret. Vous savez que les ouvriers, quels que soient les ouvriers, avaient des livrets pour leur permettre de travailler dans la ville. Et s'il n'y avait pas le livret, eh bien, tu es obligé de partir de la ville. Donc c'est le livret, tous ces passages sont notés, enfin bon, voilà, ça existait à cette époque. Livret qui permet de travailler. Roman dit qu'il l'a payé, mais pas encore retiré. Hein, et qu'il va le faire incessamment. Bon, l'homme le quitte, mais en le quittant, il parle au passage à 3 individus, et après il disparaît complètement. Alors il y a l'un des 3 individus qui va s'approcher de Roman, et qui l'invite à se rendre à l'invitation de M. Prat. Alors Roman ignore qui est ce M. Prat, et refuse d'aller le voir. En fait, il n'a pas beaucoup de choix. C'est le commissaire central, et pas de rébellion, car on saurait vous convaincre. Jean-Claude Roman comprend qu'il vient d'être arrêté. Alors il est conduit, après interrogatoire, dans les caves de l'hôtel de ville. Vous savez que les caves de l'hôtel de ville, ça servait toujours de prison, en 1793, et puis ainsi de suite. Plus maintenant. Hein. On le fouille. Oui, on demandait à M. Collomb. Donc on le fouille, on lui prend sa bourse et son portefeuille, dans lequel d'ailleurs se trouvait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça ne va pas arranger ses affaires. On pourrait certainement faire une autre soirée uniquement sur tout son séjour dans les différentes prisons, parce qu'il ne cesse de réfléchir, il ne cesse de commenter ce qu'il y a autour de lui, et c'est vraiment assez passionnant, mais bon, on ne va quand même pas y passer la nuit. Et on va donc revenir tout au début, quand il est emprisonné, il va faire connaissance. Il est emprisonné après l'hôtel de ville à la prison dite de Roanne, qui était à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le palais de justice. Elle était là, elle va être rasée, il n'est pas à Saint-Paul, il est là. Hein, et il va rencontrer quand même un certain nombre de personnages intéressants, notamment Granier. Et Granier, il est rédacteur et gérant du journal La Glaneuse. Et alors c'est intéressant, parce que le titre de La Glaneuse, enfin le sous-titre de La Glaneuse, c'est Journal des salons et des théâtres. Mais écoutez le début de cet article du 21 novembre. À l'heure où nous écrivons, on s'égorge dans les rues. Le sang fume sur le pavé. Nos sympathies, elles sont pour la plus nombreuse des classes et la plus pauvre. Aujourd'hui et toujours, nous serons les défenseurs. Aujourd'hui et toujours, nous revendiquerons que pour elles, les droits sacrés de la justice, de l'humanité. Voilà, donc on comprend mieux pourquoi Granier a été arrêté, parce qu'au départ, voilà, la première page du journal, vous voyez, c'est Journal des salons et des théâtres. On s'imagine qu'il n'y a que des critiques des pièces de théâtre qui passent à Lyon, et non, voilà. Alors ensuite, il va évidemment être emmené à Riom, où va se dérouler le procès des insurgés des 21, 22 et 23 novembre 1831. Ce procès, donc du 22 juin 1832, même un peu avant le 22 juin, va relaxer tous les insurgés, hein, sauf 2 qui ont été impliqués dans le vol d'argenterie à la maison Auriol. Et, curieusement, eh bien, Roman, lui, va passer après, devant ses juges, le 22 juin. Il est le dernier à passer. Et c'est parce qu'il pense que son affaire est très grave. Et en fait, c'est parce qu'il y a l'histoire de la quincaillerie, l'histoire du vol dont je vous ai conté les péripéties, qui effectivement va le rattraper.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il va y avoir donc 2 jugements. Un jugement du jury d'Orium, qui dit, alors il y a question au jury, au jury, oui, rendu par le jury d'Orium, donc il y a les questions et les réponses, pour les histoires de novembre. Première question, Jean-Claude Roman accusé, est-il capable d'avoir en novembre dernier commis le crime de complot et d'attentat dont le but était et dont le résultat aurait été en effet de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans la ville de Lyon et dans les communes voisines? Réponse, non, l'accusé n'est pas coupable. Deuxième question, Jean-Claude Roman accusé est-il coupable d'avoir fait partie des bandes armées organisées dans la ville de Lyon et ses faubourgs, dont le but était d'envahir les domaines, propriétés ou derniers publics, places, villes, portes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'État, ou de piller ou partager les propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, ou de faire attaque aux résistances envers la force publique? La réponse est toujours non. Quand la question est « Est-il coupable de crime d'homicide volontaire commis avec préméditation sur un ou plusieurs militaires stationnés dans la rue Grenette ?» La réponse est non. La quatrième question, est-il coupable de tentative du dit crime d'homicide volontaire avec préméditation sur les 10 militaires? La réponse est non. Et enfin, cinquième question, en faisant feu de sa carabine sur les militaires, Roman avait-il le projet de faire des blessures ou de donner la mort à ces militaires? Et là, à la majorité de plus de 7 voix, oui, l'accusé est coupable d'avoir, en faisant feu avec sa carabine, eu l'intention de faire des blessures, mais non de donner la mort. Et il est très content. Très content parce que, il risquait plus. Et d'ailleurs, la relaxe des autres et tout ce procès d'Orium va être vraiment pour la société bourgeoise un grand traumatisme. Par exemple, en vertu de laquelle Roman ne fut condamné qu'à 2 ans de simple emprisonnement, excita de la part de beaucoup de personnes de Lyon de très amères critiques qui se manifestèrent assez publiquement. Je me souviens d'avoir entendu un magistrat haut placé dire à ce sujet que l'institution du jury venait de se suicider, qu'elle n'était plus en rapport avec les besoins de l'époque et que la société risquait de périr en la conservant. Et il ajoutait que si Roman n'était pas monté sur l'échafaud, personne ne devait plus y monter désormais. Réaction violente. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que donc là, il prend 2 ans. Et là, c'est la condamnation sur le vol, donc rendue par le jury de Lyon, le 23 novembre 1832. Première question, est-il coupable, écoutez bien, d'avoir volé divers objets de quincaillerie et mercerie au préjudice du sieur Souvignet? Réponse, non, à la majorité de plus de 7 voix. Deuxième question, s'il n'est pas auteur de ce vol, est-il coupable de s'en être rendu complice, soit pour avoir avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du dit vol dans les faits qui l'ont préparé, facilité ou consommé, soit pour avoir sciemment recélé tout ou partie des objets volés? Oui, à la majorité de plus de 7 voix. Ce vol a-t-il été commis la nuit? Oui. Dans une maison habitée? Oui. Avec effraction extérieure? Oui. Et il prend 50 bagnes. Plus surveillance à vie. C'est pour ça qu'il est obligé d'avoir des documents des notables de son village. Il est surveillé en permanence. Et le magistrat, alors on peut penser ce qu'on veut de ce magistrat qui est bien dans la mentalité de l'époque, certains paternalistes, etc. Mais il écrit quand même, rien ne prouve mieux que ce verdict, l'incertitude des jugements humains. Voilà en effet un homme déclaré non coupable d'un crime qu'il a réellement commis et complice de ce même crime qui n'a eu que lui pour auteur. Voilà. Dieu seul voit tout. Et ça, c'est la conclusion du juge. Voilà. Eh bien, si vous voulez, on peut
passer aux questions. Oui. Toi, tu prends le machin, là. Alors, les bonnes habitudes se perdent? Oui, je voulais juste demander comment ils ont su qu'il avait volé, qu'il n'a pas été arrêté pour ça. Non, ils vont arrêter, oui, tu as raison, ils vont arrêter le receleur, qui lui va parler. Il va dire, c'est lui, effectivement, qui a fourgué, quoi, hein, pour avoir de l'argent, puisque les 8 francs et 50, là, il a fallu qu'ils vendent. C'est des outils, hein, c'est une quincaillerie. Mais évidemment, bon. Mais je pense que si ça n'avait pas été Roman, si ça n'avait pas été quelqu'un très présent dans la révolte, à mon avis, le vol, non. Parce que c'est quand même pas. Bon, par rapport. Enfin, la révolte des Canuts, ça fait quand même 150 morts. Et il y en a au moins la moitié qui sont dus au fusil des insurgés. Donc, par rapport au vol d'une quincaillerie, pas tout à fait la même chose. Alors que tous les combattants seront, il y en a, je crois, une soixantaine qui sont emprisonnés, ils sont tous relaxés. Ce ne sera pas le cas en 1834. Ils ont compris. Et ça va faire scandale. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, en 1934, ils ne vont pas les amener dans le Puy-de-Dôme, à Riom, ils vont les amener à Paris. Parce qu'au moins, là, ils seront plus sûrs qu'ils seront condamnés. Oui. Comment vous expliquez cette relâche, justement? Est-ce que ça vient des jurés? Qui c'étaient ces jurés? C'était des gens du peuple? Oui, il semble bien que on n'est pas dans Lyon. Hein, donc le regard qui est posé ailleurs sur cette révolte est, d'après ce qu'il dit dans son livre, ou quand il passe à Montbrison, les gens acclament les insurgés. Dans le Puy-de-Dôme, c'est pareil, à Riom aussi. Il y a vraiment, chez les notables hein, aussi, une certaine considération de ces insurgés. Et je pense, moi, que ces gens n'étant pas dans l'action, n'étant pas des négociants. Le regard qu'on peut avoir sur ces 3 jours ne peuvent qu'attirer de la sympathie. Parce qu'en fait, et ça les gens sont au courant, ils lisent les journaux, que si les Canuts se sont révoltés, c'est parce que les tarifs signés n'ont pas été mis en place. Donc je crois qu'il y a une sympathie. Il y a une sympathie, ce qui fait qu'évidemment, ils vont être relaxés, quoi. Oui. Et les tarifs ne seront jamais appliqués ultérieurement? Bitonio. Bitonio en appuyant sur le bit. Oui. Non. Non, par contre, ils vont quand même servir de référence, puisqu'ils ont été écrits hein, et signés par les 2 parties. Hein, donc, ils sont là. Dans l'écho de la fabrique, vous en avez 6 pages. Donc, ils sont écrits. Donc, ils vont servir, mais il n'y aura plus ils ne seront pas appliqués automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de négociants qui vont les reprendre et les appliquer. Hein. Mais comme c'est pas... la différence, c'est que jusqu'au 25 octobre, c'est globalement, c'est tous. C'est une revendication collective pour l'augmentation des tarifs. Il faut évidemment ne pas croire qu'ils vont rester sur les mêmes tarifs jusque dans les années 1880 ou 1860. Non, non, bien sûr. Il y aura des degrés à gré avec le négociant. Mais ça ne sera pas collectif. Hein, il va falloir attendre, en fait, qu'il y ait, même si elles n'ont pas encore de statut, les organisations ouvrières, qui à ce moment-là vont discuter en tant que telles face aux organisations patronales. Bon, c'est ce qu'on trouve aussi, ce qu'on trouve aujourd'hui, quoi. Hein. Voilà. Sur le grand mouvement, c'est pas uniquement... bon, il y a des branches industrielles où ça négocie sur les grands thèmes, quoi. Voilà. Oui. Ah, c'est parce que vous voulez revenir à la télévision, parce qu'il y a M. Sarkozy qui cause. Oui. On
Ah, dernière intervention. Ah oui, chacun son tour. Oui. Oui, je ne suis pas tout spécialiste de cette époque, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps une autre révolte qui a peut-être été tout aussi fondatrice de ces mouvements dans le textile et de ces mouvements lyonnais, mais elle se passe à Vienne, non pas de la soie, mais du drap, sur la Renaissance, les chiffons, on aussi faire du drap militaire. On avait décidé de remplacer les ouvriers par une machine de cette tondeuse, si je peux le dire. Et ça ne va pas parce que la machine va mettre jacquard, l'histoire. Et donc en 1830, cette machine qui transite par Lyon et qui arrive à Vienne est détruite, est retenue parce qu'on veut qu'elle soit opérationnelle. Et on envoie l'armée jusqu'à 300 militaires, puis 800, d'après ce que j'ai compris. Alors, c'est vrai que les canuts, c'est qui sont rentrés dans la légende, l'histoire et la légende en même temps, mais je voulais juste savoir si vous avez des éléments par rapport à ça, sur ces grands révoltes et sur ces mouvements qui démarrent. Oui, non, mais c'est sûr qu'à Vienne, effectivement, bon, c'est pas la soie à Vienne, hein, c'est davantage le drap. Ce qui est certain, la mécanique jacquard, elle date pas de 1830, hein, bien avant. Enfin, le temps qu'elle soit mise, qu'elle puisse effectivement être performante, c'est des années 1820-25. Il y a eu d'autres révoltes, il y a eu d'autres mouvements insurrectionnels ou des mouvements de refus de travailler. Ça, on a déjà connu ça. L'originalité de la révolte des canuts, c'est qu'elle est en mouvement, elle propose. Elle n'est pas simplement un cri de colère, elle est la possibilité, on met en route un certain nombre de choses dont on va bénéficier aujourd'hui. Hein, pour revenir à cette, par exemple, à vivre en travaillant, mine de rien, alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès, Roman, mais c'est fondamental, parce qu'on passe de, bon, on vit comme ça, voilà, à vivre dignement par le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent, mais c'est pas la peine de faire 17 ou 18 heures par jour. Regardez, donnez-nous quand même, puisqu'ils sont payés à l'aune, au métrage, un tarif convenable, décent. Voilà, c'est cette volonté. Quand pendant la révolte, ils refusent, enfin, ils ne vont pas piller, il n'y a que la maison Auriol. Et il y a trois canuts qui sont fusillés devant la maison Auriol par les canuts eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas. Quand ils disent qu'effectivement, l'industrie de la soie, ils en sont aussi les acteurs, ça c'est totalement nouveau. Parce qu'ils font apparaître que l'ouvrier, dans le système de production industrielle, c'est pas quelqu'un qui ne fait qu'exécuter sans rien dire, mais un acteur. Alors il y a d'autres acteurs dans la production industrielle, il y a les actionnaires, les banquiers, il y a les directeurs, les employés, etc. Mais il y a aussi les ouvriers. Ça, c'est vraiment fondamental. Bon, ceci dit, moi je suis toujours prudent en disant que la révolte des canuts, elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et qu'il y a aussi au même moment des mouvements forts du côté de Saint-Étienne avec la passementerie. Il y a aussi même ailleurs, on est dans la pré-industrialisation, et à ce moment-là, ça bouge aussi un peu partout. Simplement, alors, je voulais rajouter que, alors je ne connaissais pas hein, le fait que ce métier ait été cassé. À Vienne, il a été cassé alors. Ça, c'est possible. Ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ce que souvent est répandu, c'est que les canuts ne vont pas être opposés à la mécanique jacquard. Parce que d'ailleurs, la preuve, c'est que on va doubler le nombre de tisseurs grâce à la mécanique jacquard. Donc, et d'autant plus, ils rechignent un peu parce que, vous savez, il faut acheter de la mécanique, ça fait des sous. Il faut apprendre de nouveau. Hein, quand pendant 20 ou 30 ans, on a on a tissé sur le métier à brasse en mécanique jacquard, il faut se mettre, mettez-vous à la place, les types ils ont 50 ans, il faut réapprendre un truc, ils rechignent, ça c'est évident. Mais ils ne sont pas contre, pour la bonne raison, c'est que la fonction que remplace le métier, les cartes perforées, c'est quelque chose d'absolument abominable. C'est les tireurs de lac,
Ce sont les adolescents qui le font. Résultat des courses, c'est que le Canut, au XVIIIe siècle, tout le monde rigole de lui parce qu'il a les membres démesurés. Il est tout boussu. Oui, à cause de ce métier-là, hein, de cette fonction-là. Si je peux encore. Oui. Justement, sur ces adolescents, le roi Ladurie avait fait dans les années 70-80 une étude sur les conscrits en France. Il disait qu'il y avait énormément de Lyonnais qui étaient réformés parce qu'ils étaient. Ah, voilà. C'est ça. C'était une chance à l'époque de se former. Oui. Non, mais c'est tout à fait ça. Hein. D'ailleurs, quand on lit des écrits faits par les touristes, par exemple, qui passent, c'est abominable, quoi. Ils ont l'impression. C'est pour ça que j'aime pas qu'on parle de cervelle des canuts, parce que ça va dans le même sens. Voilà. Mais enfin. En lyonnais, cervelle de canut, il aurait fallu garder le lyonnais, c'est le claqueret. C'est aussi bien que cervelle de canut. Hein? Alors, moi je voudrais savoir. Oui, pardon. On parle pour une juste raison de la révolte des canuts, mais ils étaient vraiment très responsables. Voilà. Comment il n'y avait pas de syndicat, comment ils se retrouvaient-ils? Ils discutaient entre eux certainement, c'est quelque chose qui semble organisé, il y avait une conscience collective déjà. C'est quand même surprenant qu'il y ait autant de responsabilités de groupe. Bien sûr. Et c'est ça d'ailleurs, hein, c'est un grand problème. Enfin, pas un problème, mais je veux dire que c'est intéressant à réfléchir là-dessus, parce que, vous savez, il y a toujours une grande question dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement politique, c'est est-ce qu'il faut que les travailleurs soient affamés, miséreux, pour faire la révolution, ou est-ce qu'il faut que les travailleurs sachent lire, écrire, compter, discuter, négocier, pour faire avancer une société nouvelle? C'est la question en permanence. Et c'est là où il y a des affrontements, puisque certains disent plus ça tape, plus il y aura quelque chose. Voilà, c'est le problème. Alors il y a plusieurs éléments qui font qu'effectivement, ils ont l'habitude de discuter, d'être solidaires et d'imaginer. D'abord, c'est effectivement leur instruction. Hein, ils vont à l'école. Hein, c'est en alternance. Il y a une partie qui se déroule dans les écoles et une partie auprès du maître tisseur. On ne connaît pas à Lyon d'enfants de 10 ans dans les usines. Il n'y a pas d'usine pour le tissage. Alors qu'à Londres, enfin pas à Londres, mais enfin en Angleterre, vous avez des enfants à 10 ans qui sont déjà dans le tissage, pour le tissage de l'uni. Hein. Donc là, on n'a pas ça, nous. Hein, on a une structure économique faite de petits ateliers, 8000 en 1830, avec des chefs d'atelier qui ont 1, 2, 3 compagnons ou compagnonnes, et 3 ou 4 métiers à tisser. Voilà, c'est la structure. En plus, géographiquement, c'est recentré. C'est l'est de la colline de la Croix-Rousse. Donc, ils se connaissent. Hein, ils se croisent. Il y a également, en 1828, la création du mutualisme. Ou du moins, le mutualisme existait. Enfin, il y a eu des mutualismes un peu avant aussi, et c'est eux qui vont quand même essayer de le structurer le mieux possible. Ça, c'est certain. Ils vont avoir tout un système qui fonctionne très bien. Donc, on peut dire qu'ils ont, en certaine manière, créé le mutualisme, mais c'est une démarche automatique. Hein. Même sous le compagnonnage, il y avait des actes de solidarité quand il y avait quelqu'un un chef d'atelier qui décédait, ou etc. Donc, ils se cotisaient. Voilà, ça, le mutualisme, bon, c'est pas... Mais eux vont le structurer. Donc, ça va être un élément. En plus, cette volonté de... leur journal, l'écho de la fabrique, il faut rédiger. Quand on lit l'écho de la fabrique, c'est assez époustouflant, parce qu'ils parlent, ils discutent. Ils ne sont pas forcément d'accord. Très souvent, ils sont en désaccord. Mais il y a échange. On a effectivement là une classe ouvrière extrêmement consciente
de ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait faire. Après, évidemment, ça va changer. Et ça va changer parce qu'on va commencer à concentrer les capitaux et les moyens de production. Quand on va faire des usines, le rapport entre le chef d'atelier, qui a son atelier, qui est effectivement en bave, parce que le négociant, c'est lui qui fixe le tarif, donc il le fixe au plus bas. Donc ça, le chef d'atelier, il souffre. Souffrent aussi les ouvriers en soie qui travaillent avec lui, puisque sur un paiement, l'ouvrier en soie, il reçoit la moitié, si c'est lui qui a tissé. Le reste, c'est le chef d'atelier pour l'entretien, etc., l'achat de la nourriture et tout ça. Donc si ça ne marche pas, ils sont solidaires. Donc ça, quand il va y avoir les usines, pour le tissage de la soie unie, ça demande moins de compétences, il y aura beaucoup moins de solidarité. Ils vont se sentir dépossédés d'un certain pouvoir qu'ils avaient en étant dans les ateliers. Et ça, évidemment, ça va être plus difficile. On peut rêver, mais on peut penser que si vraiment il y avait une suite très rapide après ce 31 d'organisations ouvrières syndicales qui se mettaient en place et d'un certain nombre de politiques ou philosophes éclairés, mais qui soient beaucoup plus présents à ce moment-là, je pense qu'on aurait pu éviter ce que je considère moi comme des erreurs, c'est-à-dire toute la période qui verra Staline, etc. Il me semble, parce qu'il y a là vraiment les prémices de... Moi, je considère cette période-là comme vraiment un laboratoire d'idées sociales. Alors attention, ils vont brasser. Hein. Quand ils sont intéressés par les fourriéristes et les phalanstères, ça brasse. Quand ils sont intéressés par les saint-simoniens, ça va brasser aussi. Hein. Mais ils s'y intéressent. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que... moi, ça me conforte dans l'idée que... il faut passer par la formation, l'information, la maîtrise de la parole, pas simplement être consommateur, même de culture. Oui. Oh, il n'a pas. Faites quelque chose. Allez. Oui. Comment expliquer que le roman n'ait pas eu, entre guillemets, un peu plus de gloire, du moins un siège à l'hôtel de ville, alors qu'apparemment il avait un soutien populaire et qu'il avait fait quelques actes nommés et reconnus. Ouais. C'est une excellente question, mais le problème c'est qu'il faut l'élargir à tous les acteurs de cette période-là. Hein, il y a une volonté manifeste. Alors, sous l'Empire, on peut comprendre. Louis-Philippe, on comprend, évidemment, c'est lui qui est dans le truc, donc il ne veut pas proclamer haut et fort que Roman, Chastain, Vial, etc. sont des types merveilleux, ça c'est évident. Ensuite, Napoléon III, on aurait pu penser que, parce qu'après tout, c'est Napoléon III qui va chasser d'une certaine manière Louis-Philippe. Là où on ne comprend plus, c'est sous la Troisième République. À aucun moment sous la Troisième République, on va chercher à honorer cette période-là. Pas du tout. Hein, et qu'est-ce qu'on va donner comme nom de rue, par exemple ? C'est ça un test. Hein, moi, je ne suis pas pour que toutes les rues s'appellent de gens célèbres. C'est relatif, mais c'est un bon baromètre. Qu'est-ce qu'on a comme rue qui évoque l'industrie de la soie, les canuts, etc. Rue Gasparin, préfet, qui remplace Dumollard, qui a été éjecté et mis au placard. Gasparin, son objectif, c'est d'éradiquer le mouvement républicain, ce qu'il va très bien faire en 1834, où il va repousser jusqu'en 1848 la République. Et on a une rue. Il faudra qu'on m'explique. Je vais même vous dire mieux. Alors effectivement, par exemple, à la Croix-Rousse, il y a un boulevard des Canuts. Mais attention, sur les plaques, boulevard des Canuts, 1831, 1834. Alors là, il y a un problème. Où les Canuts, c'est ouvriers-tisseurs, 1831, 1834. Où les Canuts n'ont travaillé que de 31 à 34, qui évidemment est un exploit de se faire reconnaître par la planète entière comme étant les meilleurs, ou alors, on a peur de mettre révolte des Canuts.
C'est ça le problème. Quand Herriot va dire oh, c'est quand même quelque chose, il n'y a pas grand-chose sur la soie. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire une rue d'Angon, une rue Pailleron, une rue Bourne, une rue d'Angon. Des gens de l'industrie de la soie, de la soierie, des inventeurs. Mais c'est tout à fait respectable. Des inventeurs, Pernon, grand patron de la soie, aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler, c'est Tassinari-Châtel. C'est la suite logique de Pernon. Très bien, mais vous pouvez chercher autre chose. Des gens qui se sont, comme Roman, comme Vial, comme Chastain. Chastain, je me proposais de vous en parler la semaine prochaine, parce que lui aussi, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, hein, qui va démarrer avec l'écho de la fabrique, et il va aller jusqu'en 1848, en éditant des feuilles. C'est un caractère pas possible, mais c'est bien. Voilà, c'est un vrai problème. Mais, vous savez, bon, conjointement avec la compagnie du Chien Jaune, j'ai la responsabilité de Novembre des Canuts, hein, où on veut redonner la parole aux canuts. Voilà. Cette année, la ville de Lyon, par l'intermédiaire du musée Gadagne, veut faire la Belle de Soie, grande manifestation. Bon, le problème, c'est que quand je lis le programme, eh bien, on va avoir défilé de mode. Eh oui, on va avoir la progression des techniques dans l'industrie de la soie. Hein, on va vanter l'industrie de la soie et on a raison aussi de faire ça. L'industrie de la soie dans Rhône-Alpes, qui reste quand même leader, et chacun, moi le premier, on a toujours un truc qui vient de la soie, que ce soit les pontages, machin, un truc, c'est le tissé. C'est tissé à la soie, pas forcément de la soie, mais c'est tissé dans la région. Donc tout ça, c'est important, mais par contre, il y a ce refus, et nous, on a toutes les peines du monde à exister dans ce grand truc, qui quand même, il faut être un peu entre nous faux cul, de le faire en novembre. C'est ce que j'essaye de dire aux politiques. Je dis, vous vouliez faire une grande manifestation sur la soie, moi j'y vois vraiment pas d'inconvénient, mais pourquoi vous la faites dans la deuxième partie du mois de novembre? C'est bien pour ça. Autrement, ils le faisaient au mois de mai, il fait meilleur, etc. C'est très bien. Vous pouvez faire des défilés dehors. Alors, c'est une vraie question. Vous savez, je me suis beaucoup battu, moi, pour, au moins sur la Croix-Rousse, qu'il y ait des évocations. C'est pédagogique, le nom d'une rue. Et le seul truc que j'ai réussi, c'est avec une branche immobilière de la SNCF. Bon, vous voyez. Qui a créé un... C'est une branche immobilière intéressante, quoi. Si vous voulez, dès le début, ça a été pour les cheminots, maintenant c'est pour tout le monde, mais les loyers sont relativement quand même, bon, ils n'ont pas, au moins la Croix-Rousse, quand on voit ce que c'est, ils sont un peu en dessous. Eh bien, j'ai obtenu, ils m'ont demandé mon avis, donc, de faire que cet ensemble d'immeubles, ce petit ensemble d'immeubles, s'appelle l'écho de la fabrique. Voilà. Il y a quelques temps après, alors là, j'ai été félicité partout. Maire de la Croix-Rousse, merveilleux, ça t'as raison, vas-y, machin, truc. Bon, et quelques temps après, il y a dans la mairie du 4e arrondissement une salle où il y a le conseil d'arrondissement qui se réunit. D'autres manifestations, mais essentiellement, d'abord, le conseil d'arrondissement. Il n'y avait pas de nom, c'est la salle du conseil. Ils décident de mettre un nom. Et la salle Marie-Antoinette, je ne sais pas quoi, une membre de la comment ça s'appelle, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, donc il y a longtemps, hein, à l'époque avant 68, qui a été élue, qui était une élue. Alors c'est quand même extraordinaire ça. Alors qu'on a une liste complète de Fernand Rude, qui est quand même celui qui a permis de reparler des canuts, avec ses bouquins, sa thèse sur les canuts, c'est quand même la référence. Il y a aussi Moissonnier, qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais Fernand Rude, il n'a rien à Lyon. Il n'a pas un square, il n'a pas une impasse. C'est quand même curieux. Moi, je dis qu'il y a encore des tiraillements, il y a encore...
ça reste encore dans les têtes culturellement à Lyon. Je crois que Lyon aurait préféré rester comme référence la soie, le travail de ses canuts, mais uniquement sous l'aspect travailleur honnête, artisan, adroit, qui s'intéresse à tout, etc. Ça va bien. Après, l'originalité, on voit bien l'originalité de Novembre des Canuts, où on fait toujours le rapport avec aujourd'hui. L'année passée, c'était sur la condition des femmes, en 1831. Hein. Bon, mais évidemment, qu'on a bien été obligé, et ça paraissait normal, d'aller jusqu'à aujourd'hui. La condition des femmes aujourd'hui, dans les usines, dans les conditions, quand il y a du chômage, etc., quand il y a des licenciements, là, notamment en ce moment dans des entreprises qui utilisent qu'un personnel féminin, voilà, et ben, bon, bah ça inquiète. Ça va pas. Ça va pas, il faut pas. Voilà. Le folklore, oui. Chantons bruyants, bien sûr, ça ils veulent bien. Bon, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, ça a été écrit 60 ans après, et en plus bruyant et antisémite. Alors, c'est le comble. Oui. Oui. La dernière séance, à moins que je change d'avis, mais enfin, sur les 3, il y en a une, où je vais reprendre un peu, d'une part, ça sera un peu différent d'aujourd'hui, dans la mesure où je voudrais essayer de vous communiquer où sont les femmes dans l'industrie de la soie. Qu'est-ce qu'elles font, où elles jouent un rôle, parce que quand on parle de canus, rarement de canuse, et dans une entreprise familiale, dans une structure économique familiale, automatiquement les femmes ont un rôle important, et pas simplement de faire la cuisine. Ça, elles le font, mais enfin bon, il n'y a pas que ça. C'est elles qui négocient souvent, etc. Il y en a. Et puis il y a un certain nombre de femmes qui vont écrire, notamment à l'Écho de la Fabrique, et dont le texte est plutôt intéressant. Et puis il y a Annie Boyer, qui est présente à Lyon et qui va créer son journal, où il y a des choses très fortes, et en même temps ça permet de voir la connivence entre les rédacteurs de l'Écho de la Fabrique et Annie Boyer, par exemple, ou d'autres femmes, quoi. Hein, puisque l'Écho de la Fabrique, qui se lisait le dimanche, par des ouvriers en soie et des chefs d'atelier, va faire une publicité folle du journal de Annie Boyer. Une femme. Bon, c'est vrai qu'on recule chaque fois, on avance dans ce domaine-là, c'est comme ça. Mais c'est, voilà, c'est pas de problème. Oui. Je voulais vous demander, en 1830, il y avait combien de canuts sur Lyon? Alors en 1830, il y a 8000 chefs d'atelier. Il y a entre 30 et 35 000 ouvrières et ouvriers en soie. Il y a 400 maisons de soierie, 600 négociants, pour une population d'environ 150 000 habitants. Voilà. Il faut rajouter, bien sûr, tous ceux qui dépendent de la fabrique, de l'industrie de la soie. Dessinateurs, cartonniers, plieurs, gareurs, fabricants de navettes, de canettes, teinturiers. Bon, on a une mono-industrie, mais on n'est pas les seuls. Hein, un peu partout, dans l'époque pré-industrielle, on a la dentelle du Puy, le point d'Alençon, etc. L'Est, tout ça. Voilà. Oui, ça fait... c'est les canuts. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Bon, c'est dommage, c'est important, et on le montre pas assez, quoi. Dans cet aspect-là. Ceci dit, autrement, bien sûr, c'est nous les canuts, il y en a. Les petits canuts, il y a même une chanson qu'on donne aux enfants. Les petits canuts qui se la coulent douce. Eh oui, c'est pas facile. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les grands penseurs du 19e siècle, eux, s'y sont pas trompés. Parce qu'on en a eu des visites. Marx, Engels, Bakounine, ils vont venir, ils vont étudier. Bakounine va même... Bon,
Marx y notait. Mais Bakounine, lui, va s'engager, puisqu'il va essayer de prendre le pouvoir en 1870. Il est à Lyon, et il va rater. Bon. Il va être sous l'hôtel de ville, voilà, dans la prison. Bien? Ça va? J'ai pas été trop... On pourrait dire qu'on a raté un grand rendez-vous avec l'histoire. Ben... Pardon, j'ai pas... On a raté un grand rendez-vous avec notre histoire. Oui, oui, bien sûr. À ce moment-là, oui, je pense. Je pense... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, pour moi, le problème, c'est que... à la limite, on a pu, sur le moment, le rater, c'est pas un problème, moi, à mon avis. Là, ce que je regrette beaucoup, c'est la Troisième République. La Troisième République, enfin, bon sang, les hussards de la République, les instits, etc., quand parle-t-il de l'histoire ouvrière? Les syndicats sont pas nés comme ça un beau jour parce que Dieu s'est penché sur les machines. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi le mutualisme, les effets de solidarité, pourquoi on n'en parle pas? Et puis, cette notion, ce respect, le salariat, le tarif, c'est pas uniquement pour manger. Il y a un respect de l'argent par rapport à ce qu'ils sont. Et ça, on n'en parle pas. C'est là qu'on a raté le rendez-vous. Parce que je pense qu'il y aurait peut-être pas, c'est combien, 2 ou 3% de syndiqués en France. Sûr. Vous mettez en cause la Troisième République, vous avez vu comment elle commence, la Troisième République, c'est Thiers, les Versaillais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Exactement. Le reste, c'est pas étonnant. Oui, oui, bien sûr. Il y a un passage où peut-être, bon, il y a des changements à certains moments, il y aurait pu y avoir, il n'y a pas. Le nationalisme aussi, peut-être, qui prend la place du... Oui, défense de la République, des valeurs laïques, etc. prend la place. Mais les Canuts avaient des choses à dire là-dessus. Moi, il y a des passages des articles, qui sont... il y a un article sur l'Europe, je crois que j'en avais parlé l'année passée, qui est tout à fait extraordinaire, parce que bien avant Hugo, voilà, et quand ils disent que, c'est toujours les mêmes qui vont au casse-pipe, et puis pourquoi l'ouvrier né de cette partie du chemin devrait tirer sur l'autre ouvrier qui est de l'autre côté du chemin. Enfin, grosso modo, c'est ça. Je veux dire, c'est la solidarité internationale en 1831. Il n'y en a pas beaucoup qui trouvaient que c'était intéressant. Donc il y a effectivement... mais voilà, il ne faut pas... Ça viendra. Je serais peut-être mort, mais enfin, ça viendra. Voilà, eh bien, s'il n'y a plus de questions. Merci. Je voulais juste vous préciser que Robert Luc, l'année dernière, avait développé en détail toute la période de la révolte des Canuts. Donc ceux qui n'ont pas assisté, vous pouvez les écouter ou venir les emprunter à la médiathèque de Villefontaine. Voilà, et puis peut-être dire aussi que ceux qui sont intéressés par la Pamvanne, manifestez-vous par mail parce qu'on ne peut pas être un groupe trop important. Je ne sais plus l'année dernière combien on avait dit. Il faut... Oui, le taux de 40, c'est gérable, au maximum, clairement. Voilà. Voilà. Après, quand on est 70, 80, voilà, c'est déjà un peu plus difficile. Ça enregistre apparemment. C'est ça aussi. Bon, si.